Bonjour Violaine Forest. Bonjour. Vous êtes comportementaliste dans la relation homme-chien. Dans quel cas consulte-t-on un comportementaliste? Alors, la cohabitation avec un chien peut très bien se passer, être harmonieuse, pleine de joie, de bonheur, et des fois peut se transformer en cauchemar, en enfer pour le maître, comme pour le chien d'ailleurs. Oui. Alors le chien peut se mettre à adopter des comportements indésirables, inquiétants, souvent incompréhensibles pour les propriétaires. Alors ça peut être des destructions, le chien par exemple qui détruit ce qui se trouve dans la maison, souvent l'absence de ses maîtres, les comportements agressifs, la malpropreté, les aboiements tempestifs, les craintes, phobies, enfin, tous ces comportements donc en fait indésirables. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des catégories de chiens qui sont plus concernés que d'autres par ce type de problème? Non, pas du tout, du tout. Non, en fait, ce sont les conditions d'élevage qui vont être prises en compte. Donc les premières semaines de la vie du chiot, dans quel contexte il était, comment ça s'est passé, ses relations avec sa fratrie, sa mère, et aussi l'environnement dans lequel il va se retrouver par la suite, et les attentes de ses propriétaires. Est-ce que le chien vit en famille, dans une famille humaine? Est-ce que le chien vit seul avec son propriétaire? Tout ça est à prendre en compte. Donc ce sont plus finalement ses antécédents que sa race elle-même? Tout à fait, oui, tout à fait. Et par rapport, bien évidemment, un chien qui va avoir des comportements agressifs s'il mord, par exemple, que ce soit un petit caniche, ça ne sera pas la même chose à Yorkshire, ce n'est pas la même chose qu'un chien qui a une grosse mâchoire. Est-ce qu'il y a des cas de figure, est-ce qu'on peut citer des cas de figure où le maître fait une mauvaise analyse du comportement de son chien? Oh oui, oui. On peut parler par exemple du chien qui détruit en l'absence de ses maîtres. Lorsque le maître rentre après une lourde journée de travail et qu'il voit par exemple sa maison saccagée, entre guillemets, il va être persuadé que souvent... Le chien s'est vengé de son absence. Exactement, oui, tout à fait. Que le chien a fait ça pour se venger. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la vengeance est un sentiment humain extrêmement complexe. Puisque toi, tu m'as fait ça, moi, je vais te faire ça. Mais c'est c'est beaucoup trop compliqué pour le cerveau du chien. Le chien, lui, par exemple, soit parce qu'il s'est ennuyé, soit parce qu'il était en réelle détresse, au départ de son être d'attachement, donc son maître, ses propriétaires, va... déchiqueter, va mordre, va détruire, mais il ne le fait pas, lui, il ne le sait pas. Par exemple, le canapé a de la valeur. Oui, bien sûr. Ouais. Lui, tout ce qui va, peut-être l'odeur de son maître. Donc il s'occupe finalement. Ça peut, oui, ça peut. C'est une détresse. Ça peut être une détresse. En tout cas, il y a bien d'autres raisons que la vengeance. Bien sûr, bien sûr. Et donc là où c'est malheureusement ce qui se produit, c'est que le propriétaire est persuadé que le chien sait qu'il a mal fait. Alors pourquoi? Parce que le chien, quand le maître rentre le soir, va commencer à ramper, comme s'il était fautif. Et donc, ce qui va encore plus énerver le maître, ah, tu sais que tu as mal fait, tu sais que ce n'est pas bien. Et peut le punir, le taper. Alors, ce qu'il faut savoir, mais c'est vraiment important, et c'est que le chien n'a pas de mémoire commémorative. Alors, à moins de le prendre sur le fait, il ne peut pas faire le lien entre la colère de son propriétaire et les dégâts qu'il vient de faire. Oui, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Le chien il ressent nos émotions. Il va sentir que le maître, là, par le froncement de sourcils, n'est pas content. Et donc il va se faire petit. Il va se mettre en apaisement, il va ramper. Pour apaiser son maître, pour apaiser sa colère. Mais aussi, si c'est un chien qui détruit à chaque fois, au bout d'un moment, ça devient ritualisé. Dès que le maître rentre le soir, le chien rampe. Et là, ça devient l'exaspération, la colère, l'incompréhension, les malentendus s'installent et des fois on arrive à des situations dramatiques. Il y a beaucoup de chiens, vous savez, qui sont à la SPA alors qu'on aurait pu éviter. On aurait pu faire quelque chose, mais oui. Améliorer la relation. Exactement. Alors justement, dans la pratique, on va revenir à votre métier de comportementaliste dans la relation homme-chien. Dans la pratique, comment ça se passe? Comment intervenez-vous? Vous intervenez, les maîtres et les chiens viennent vous voir? Vous allez chez eux? Comment ça se passe? Je préfère aller chez eux, je me déplace au domicile des propriétaires déjà il y a l'entretien téléphonique, les personnes m'appellent, je recueille les informations qui vont m'être nécessaires et je me déplace donc au domicile des propriétaires. Alors l'entretien dure 2 heures, durant ces 2 heures, une foule d'éléments va être à prendre en compte, donc l'histoire du chien, ses conditions d'élevage, si on les connaît, peuvent être un plus bien sûr, sa relation avec les différents membres de la famille humaine qui est là, les attentes de ses propriétaires, les réponses qu'ils donnent au comportement de leur animal. Tout cela va être à prendre en compte. En fait, nous assurons une médiation, nous sommes un peu entre... Il y a 2 frontières différentes, le chien, l'humain.
deux espèces différentes qui cohabitent ensemble. Mais le chien, malgré ses capacités d'adaptation exceptionnelles, s'adapter à un monde qui n'est pas le sien peut parfois poser, n'est pas sans limite, en tout cas peut poser des problèmes. Donc suite à cette analyse, vous apportez des conseils pour améliorer la relation? Oui, alors nous sommes toujours dans la proposition, c'est-à-dire que nous n'imposons pas. Nous écoutons, c'est un travail d'écoute, d'analyse, d'observation, et nous proposons aux propriétaires, déjà nous leur expliquons, excusez-moi, la cause du comportement de leur animal, pourquoi ce chien-là, leur chien, adopte ce comportement-là dans ce contexte-là. Et donc, à partir de cela, nous travaillons, nous parlons avec les propriétaires, nous allons, comment dirais-je, proposer des solutions qui soient adaptées aux attentes de ce maître-là par rapport à ce chien-là, pour qu'en fait, la relation redevienne harmonieuse. D'accord. Alors ça suppose plusieurs séances, j'imagine que vous revenez plusieurs fois. Voilà, en fait... Est-ce qu'il y a un stade où vous vous dites finalement les choses sont un peu réglées Parfois un entretien suffit, honnêtement. Ah oui, d'accord. Alors, il n'y a pas forcément, on ne part pas sur une relation avec le comportementaliste cette fois de 2 ou 3 ans, quoi. Non. On n'est pas chez le psy. Non. Non. Un entretien suffit, mais vraiment... il est très important qu'il y ait un deuxième entretien quand même 3 semaines après. Cela permet de recadrer, de réajuster. Et souvent, parfois en tout cas, lorsque cela va mieux, les propriétaires peuvent oublier un peu et il peut y avoir un certain relâchement, si je puis dire. Ouais. Donc ça permet de bien recadrer. Alors en général, donc 2 entretiens sont selon moi nécessaires. Ouais. Parfois suffisant. Souvent suffisant, mais pas toujours. Parfois un 3e. Mais c'est extrêmement rare d'aller au-delà de 3 entretiens, vraiment extrêmement rare. Alors évidemment, il y a un suivi par mail, par téléphone, par internet. Les propriétaires peuvent me téléphoner quand ils le veulent, quand ils rencontrent, s'ils ont des difficultés à appliquer ce que je leur propose, s'il y a un changement de comportement du chien. Comment devient-on comportementaliste dans la relation homme-chien? Est-ce que ça suppose une formation? Bien sûr, une formation, on ne s'improvise pas comportementaliste, c'est un métier, ça demande des connaissances déjà, bien évidemment, sur le chien, le comportement du chien, les codes sociaux du chien, la psychologie aussi, humaine, animale. Comme nous assurons une médiation, il faut être, comment dirais-je, à la portée du chien, de ce qui se passe là avec ce chien-là, de ce propriétaire-là, de ses demandes, de ce lien, de cette affectivité par rapport à son animal. Tout cela va être à prendre en compte. Alors j'ai eu une chance inouïe, moi j'ai suivi une formation formidable, c'est la formation Opéra. C'est l'organisme parisien d'enseignement de recherche relation homme-animal. Je me suis spécialisée donc dans le comportement du chien. J'ai eu des formateurs formidables, Daniel Mira, Michel Quatermont, Florence Caillot-Divernois, éthologue, et ça a été vraiment... C'est une formation de plusieurs mois, comment ça se passe? Oui, de 9 mois, une année. 9 mois, d'accord, c'est assez long. Alors, on va revenir à vos interventions. Vous intervenez sur un secteur spécifique, sur plusieurs départements, comment ça se passe? Alors, j'interviens dans les Yvelines, le Val d'Oise et Paris. D'accord. Très bien, donc plutôt en Île-de-France, région ouest Île-de-France. Exactement. Très bien. Bon, je crois qu'on va mettre à l'écran vos coordonnées sur votre site internet et votre numéro de téléphone. Et donc toutes les personnes concernées pourront vous joindre. Et en tout cas, c'était très intéressant de connaître ce monde qui n'est pas forcément connu de tous.